Sur le grand débat, notre position elle est très claire et elle est très simple. Les communes de France ne sont ni des filiales ni des succursales de l'État, et les maires ne sont pas des agents de l'État en dehors du cadre que le législateur a conféré. Ce sont des élus mandatés dans un encadrement de mandat pendant 6 ans, qui sont des représentants de la nation et qui sont au service de leurs administrés. Dans ce cadre-là, en étant tout temps, tout lieu, toutes circonstances au service de nos administrés, nous devons favoriser la remontée de l'expression de nos administrés, des Français, dans ce grand débat. Nous serons naturellement des facilitateurs, nous serons naturellement des contributeurs. Ceux qui veulent aller plus loin, c'est leur pleine et entière liberté, et c'est très bien. Nous en avons discuté avec le Premier ministre il y a une quinzaine de jours, et avec le Président de la République également. Nous sommes à l'unisson sur la vision qui doit être le rôle et la place du maire dans ce débat. Nous favoriserons toutes les remontées. Les gens peuvent écrire au maire, les gens peuvent écrire à la mission du grand débat, les gens peuvent écrire au président du Sénat, peuvent écrire au président du département, au président de la région, et nous transmettrons. Mais nous ne serons pas les animateurs d'un débat décidé par l'État, organisé par l'État, et dont la synthèse sera naturellement effectuée par l'État. Nous serons donc des contributeurs. Contributeurs sur quoi? Pour ce qui nous concerne, c'est très simple. Nous avons fait voter à l'unanimité au Congrès des maires de France une motion qui reprend tous les points qui ont été évoqués sur la problématique de la taxe d'habitation. Il va falloir couper à la serpe ce brouillard, désormais tellement épais qu'à 1 an des élections municipales, nous ne savons pas où vous allez mettre les pieds pour prendre des engagements vis-à-vis de nos administrés, pour financer les politiques publiques de proximité. La taxe d'habitation est évidemment un sujet majeur. Il est regrettable, quels que soient les défauts de cette taxe d'habitation, mais si on regarde d'ailleurs tous les impôts, ils ont tous des défauts. Le foncier a les mêmes défauts d'injustice. La TVA, si on va à un terrain politique, peut être considérée comme un impôt injuste. L'impôt sur le revenu, quand vous savez que vous avez 500 000 personnes qui représentent 43% des recettes de l'impôt sur le revenu, on peut considérer qu'il y a une forme d'injustice. Tous les impôts ont une forme d'injustice, et donc à la fin des fins, c'est l'effort contributif qui, lui, doit être mis à la lumière de ce que l'on appelle la justice fiscale et la justice sociale. Donc la taxe d'habitation, elle avait au moins une vertu, c'est de conserver le lien entre l'habitant et le territoire. C'est-à-dire la personne sait, lorsqu'elle paye l'impôt, pourquoi elle le paye, quelles sont les retombées, quels sont les efforts de développement du territoire et quels sont les services publics à quoi cette personne a droit et pour laquelle elle contribue. Sachant par ailleurs que vous avez déjà 20% des gens qui sont dégrevés de la taxe d'habitation et vous avez 23% des gens qui sont exonérés partiellement ou totalement. Donc l'effort de solidarité du modèle redistributif à travers un impôt local dans nos collectivités territoriales, il est déjà majeur, il est spectaculaire, il est extraordinairement parlant. Si le gouvernement ouvre le jeu sur cette question, pourquoi s'interdire de réfléchir à une autre forme d'organisation à travers une réflexion autour des bases? Le premier point de départ de la réflexion soit d'être la revalorisation des bases. S'il y a une injustice sur la taxe d'habitation, c'est parce que les bases ont 40 ans, 50 ans d'âge. Et donc peut-être que c'est l'occasion de revenir en quelque sorte à niveau de discussion sur ces points. D'autres éléments de réflexion autour de la question des dotations. Je l'évoquais, cela fera partie de nos négociations. L'effort qui est demandé aux collectivités territoriales dans le cadre budgétaire, sachant que beaucoup de choses ont été lâchées, et sachant que Bruxelles a déjà donné son accord à la France pour décaler le rendez-vous des 3%, il faut rouvrir le jeu sur la problématique des dotations. 13 milliards, c'est la garantie d'avoir encore 30% de moins d'investissement à l'horizon 2022. Ça veut dire que si sur 6 ans, on aura 60% d'investissement public en moins dans notre pays, dont l'un des moteurs repose sur l'investissement. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'investissement public puisque l'État n'en fait quasiment plus. Sur les 55 milliards d'investissement national, 9 milliards pour l'État, le reste c'était nous. Est-ce qu'on veut dans ce cas-là qu'il n'y ait plus du tout d'investissement public? Je crois qu'il faut reprendre la copie et je pense qu'il faut rediscuter de cela dans une vraie négociation avec l'État. Troisième réflexion autour de la loi NOTRe, bien sûr, mais il va falloir aussi s'entendre sur les conditions de la révision de cette loi NOTRe. Si c'est pour ouvrir le jeu sur les grandes régions, ça va être une vraie question. Ça va être la boîte de Pandore. On entend ce que l'on veut. Elles trouvent leur place, elles s'organisent. La vraie question pour les régions, dans la mesure où on leur a demandé d'aménager le territoire de la France et leur donner les moyens. Est-ce que l'on veut remettre en cause l'échelon départemental à travers la réouverture de la discussion de la loi NOTRe? Et dans ce cas-là, qui va porter les politiques sociales que l'État ne peut plus porter seul financièrement? Les départements ont un rôle, une place, et nous serons pleinement solidaires de ces initiatives. Et pour ce qui nous concerne, nous souhaitons consacrer la commune dans la Constitution. Nous avons rédigé des amendements, nous les avons portés, nous n'avons pas eu de réponse, nous les remettrons dans le champ de la discussion et du grand débat national, et nous souhaitons que ce soit repris. De même, comme l'a très justement dit Gérard Larcher, notre protecteur à tous, et inutile de te dire, mon cher Gérard, que nous apporterons les réponses aux questions posées sur l'avenir du Sénat. Il est grand,
il est puissant, il est lumineux, et quand même quelle contradiction d'imaginer que, constatant des problèmes de proximité, avec la disparition des élus à l'Assemblée nationale en responsable de l'exécutif, que même la majorité actuelle considère comme un regret, commence à considérer comme un regret, on va supprimer la seule chambre capable d'équilibrer et de porter les territoires. Non, je n'ai aucune inquiétude pour le Sénat, je n'en ai pas plus pour le Conseil économique et social et environnemental. Il faudra simplement trouver les modalités de mettre un peu plus en lumière dans un ministère de la communication l'importance et la qualité du travail effectué par l'ensemble de ces conseils.